Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette dernière séance live ici à l'Université de Genève. Les séances de demain seront toujours accessibles depuis notre site web, mais elles seront en fait via d'autres plateformes comme Zoom, mais toujours accessibles depuis notre site web. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bastien David avec son projet de Guide du Signaire, qui est un projet qui est passé au concours de la meilleure idée l'année dernière et qui s'est concrétisé. Bastien va nous parler aujourd'hui des stratégies qu'il a mises en place pendant le confinement, c'est-à-dire comment il s'est adapté à cette crise du Covid. Alors, je vais lui laisser la parole maintenant, et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat room, et puis on les partagera un peu plus tard avec Bastien. Bonjour à tous. Merci Mathias de me laisser la parole, mais en me laissant la parole, je vais peut-être commencer par autre chose. Voilà. Pour les personnes entendantes, j'ai mis exactement la même présentation par écrit. Donc j'explique juste que ce sera en français, qu'il n'y a pas d'interprète et qu'à l'avenir, j'intégrerai les sous-titres. Et si nous avons l'occasion, une présentation mixte sera faite dans quelques mois avec mon collègue Sébastien Brusselman, qui est sourd et qui signera en parallèle que je parlerai. Voilà. Sur ce, je vais présenter ce travail donc en tant que cofondateur du Guide du Signaire, c'est-à-dire que je vais me présenter et suivi de cela, je vais présenter ma structure ainsi que les stratégies et les projets que nous avons mis en place durant ce confinement. C'est évidemment quelque chose qui est très récent, ça mérite justement de garder des traces des différentes façons dont on peut réaliser un confinement quand on est un jeune entrepreneur. Je pense que n'importe quel jeune entrepreneur a vécu ce confinement très différemment d'entrepreneurs confirmés. Donc c'est peut-être quelques clés que je vais donner, peut-être pas, mais en tout cas ça peut toujours donner quelques astuces pour ceux et celles qui ont l'envie de perdurer dans leur projet entrepreneurial. En une slide, qu'est-ce que je vais dire sur moi ? Bien, en tant qu'académicien, universitaire, je travaille en tant qu'assistant de recherche à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. En parallèle de cela, je suis cofondateur du Guide du Signaire, c'est-à-dire qu'avec mon collègue Sébastien Brusselman, qui est donc sourd, nous avons créé une structure mixte mélangeant accessibilité et langue des signes dans le milieu culturel. D'un point de vue de mes études, je suis historien de formation à l'Université libre de Bruxelles. J'ai aussi un master dans les sciences et technologies de l'info et de la communication. Et actuellement, comme je disais, je fais mon doctorat. D'un point de vue entrepreneurial, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire plusieurs tentatives dans différents domaines en tant qu'administrateur de cercles d'histoire, en proposant des activités ou entre autres en proposant la numérisation du cercle d'histoire local, newsletter et choses ainsi. J'ai été en couveuse pour le Guide du Signaire en 2018, ce qui m'a permis d'avoir une expérience accompagnée, ce que je conseille à tout jeune entrepreneur. Et dernier élément, l'année dernière, j'ai eu la chance d'éditer et de publier mon premier ouvrage sur l'histoire locale, un ouvrage en auto-édition qui, en tant qu'entrepreneur, est une autre façon aussi de pouvoir exprimer ses compétences ou en tout cas mettre en avant une expérience entrepreneuriale. Ma spécialisation dans mes études et de manière au niveau de mon doctorat, c'est évidemment la langue des signes dans le milieu de l'information, donc rendre l'information accessible aux personnes sourdes, plus précisément dans le milieu médical. Évidemment, vous doutez que dans le cas de la crise de la Covid, ça a un intérêt. Je travaille avec les personnages virtuels et les grammaires synchronisées pour ce qui est de la création de personnages synchronisés accessibles en langue des signes. Bien sûr, cet élément ne fait pas partie de ma thématique, mais je tenais à le souligner dans le cas de ma présentation générale. Maintenant, parlons un instant du Guide du Signaire. Je vais être très clair, pour ceux qui ont suivi ma présentation l'année dernière, c'est exactement la même. Je vais rentrer dans une logique où je vais être avant le confinement, présenter mes espoirs, mes volontés de continuité et évidemment une mentalité qui est juste avant le confinement. Donc nous sommes en novembre 2019
Et ma problématique est la suivante. Près d'une personne sur 1000 naît sourd. Cette problématique est une problématique qui est connue et qui est traitée de manière ponctuelle. On essaye d'apporter des solutions alternatives, des alternatives pour cette communauté-là, mais force est de constater qu'une population comme la population sourde est assez nombreuse. Mondialement parlant, ça représente un nombre assez conséquent, en tout cas d'après l'OMS, les chiffres de l'OMS. Cette réalité conduit au fait que l'information n'est pas accessible à cette communauté-là. Quand je dis information, c'est toute l'information orale, mais aussi l'information écrite. La langue des signes disposant de sa propre grammaire, le fait d'écrire une information n'est pas forcément accessible à une personne sourde. Elle l'est partiellement, mais ce n'est pas accessible dans sa langue qu'il souhaiterait peut-être avoir, qui est la langue des signes ou l'une des langues des signes qu'il maîtrise. La barrière de la langue des signes est donc à percevoir comme une opportunité. La langue des signes n'est pas un obstacle, elle peut être une façon de rassembler des populations. Et dont la solution que nous avons mise en place avec mon collègue sourd, qui lui signe, moi aussi, en langue des signes de Belgique francophone, c'était de créer une structure en accessibilité culturelle. Pour nous, la culture était quelque chose qui nous tenait à cœur et la rendre accessible était quelque chose de primordial. Le fait de créer une structure peut entrer dans une logique de créer une agence touristique. Nous n'avons pas trouvé de nombreux exemples à travers le monde, mais cela commence à émerger dans certains pays. Je parlerai entre autres en un instant d'une conférence que vous pouvez voir en l'image numéro 2, une conférence que nous avons organisée sur le tourisme sourd au Guatemala. Un exemple parmi tant d'autres. Notre objectif, bien sûr, dans notre start-up est de pouvoir fournir des services accessibles, que ce soit des visites guidées, mais aussi des services numériques ou encore des outils intégrant le public sourd. C'est assez évident à première vue, mais ce qui est mis à notre disposition manque régulièrement. Les bénéficiaires de notre activité sont bien sûr la communauté sourde, mais aussi la communauté entendante. On ne veut pas se centrer sur un public, nous voulons élargir le public, nous voulons que les populations se rencontrent. Et évidemment, la notion de communauté sourde, communauté entendante, devrait simplement s'intégrer dans une notion de communauté, d'humanité. Les sourds souvent étant marginalisés, ce qui ne devrait pas être le cas, ce que nous essayons de proposer en tant que fondateur du Guide du Signaire, Sébastien et moi-même. Nos clients sont les offices touristiques, car évidemment, notre public n'est pas notre client. Tout jeune entrepreneur doit apprendre à distinguer ce genre d'éléments, et c'est ce que nous avons déterminé, les offices touristiques, les événementiels culturels. Pour situer toujours l'équipe qui compose le Guide du Signaire, donc je rappelle, nous sommes toujours en novembre 2019, il y a moi, il y a mon collègue Sébastien, qui est guide touristique reconnu par la Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique, et d'autres membres qui intègrent nos projets comme des interprètes ou des chansonneurs. Les chansonneurs qui sont des personnes qui interprètent la langue des signes dans le milieu musical. Les outils que nous avons déjà pu mettre en place depuis notre création en 2018, ce sont les guides, les visites guidées groupées avec des personnes sur place, physiquement, dans des offices, dans des lieux touristiques. Ce sont aussi des outils de communication adaptés, des outils intégrant le sous-titrage, mais aussi la communication en langue des signes et la communication orale. Ce genre d'éléments, ça semble assez évident, mais pourtant nous considérons que ça manque dans toute présentation. Enfin, nous intégrons aussi des formations en accessibilité, en e-accessibilité, ou encore des conférences, comme je viens de le dire, sur le tourisme accessible. L'accessibilité, donc, a un intérêt pour tous, pour l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas uniquement pour les sourds, qui évidemment pourraient avoir accès et ont accès à la culture grâce à des structures comme la nôtre, mais aussi pour les offices touristiques qui peuvent étendre leur marché, ou les entendants qui peuvent, via l'apprentissage de la langue des signes, s'intéresser à cette problématique dans leur situation professionnelle ou autre. Pour continuer, je vais montrer quelques vidéos que nous avons réalisées ces dernières années. Voici un exemple de chansigne que nous avons réalisé il y a un an avec Manon, qui est une coda, une étudiante, une enfant née de parents sourds, qui donc maîtrise les deux langues et qui interprète un chant folklorique local en langue des signes. Elle rend donc la culture musicale accessible aux personnes sourdes. Second exemple, je montre ici une vidéo de mon collègue Sébastien qui présente en vidéo
un lieu touristique. Ce lieu n'était évidemment pas accessible auparavant. Grâce à nos actions, ce genre d'espace touristique devient accessible visuellement avec des explications en langue des signes, mais aussi à l'écrit. Vous verrez aussi que la musique est intégrée, ce qui n'est pas rien, car la musique est toujours un facteur d'intérêt pour les personnes entendantes. Donc, nous pouvons intégrer tous les publics dans des simples projets. Ici, nous créons, grâce à du vocabulaire signé, de nouveaux mots. Le terme ici est le nom d'un saint qui ne disposait pas de signe auparavant. Donc, à part les plaies, nous n'avons pas d'autre possibilité que de créer un nouveau signe. Et donc, c'est ce que nous avons fait ici dans cet exemple-là. Voilà, ce sont des exemples de vidéos que nous avons réalisées pour le guide du signaire. Problématique maintenant, l'année 2019 arrive à son terme. Nous avons fait notre présentation. Nous devenons lauréats au concours de la meilleure idée. Donc, c'est une très bonne période qui s'annonce. Nous avons un prix, nous y reviendrons. Mais nous tombons face à une problématique avec le confinement, avec la crise du coronavirus. Et la question est de savoir, dans mon cas, est-ce que c'est le bon moment pour m'investir dans ma structure? Est-ce que je ne devrais pas juste m'arrêter? Je suis encore jeune, je suis encore loin, d'un point de vue de la structure est encore jeune, nous n'avons pas encore les moyens d'aller au-delà de quelques mois de survie si on doit tenir sur nos fonds. Même chose pour nos objectifs, est-ce qu'ils sont réalisables en cette période? On entend vraiment beaucoup de choses, qu'est-ce que l'on fait? Donc là-dessus, grosse remise en question. Que faisons-nous? Eh bien, nous, on a pris le choix. On a pris quelques temps pour se poser, puis on a pris le choix de continuer. On a pris l'occasion de dire que cette crise pouvait être une opportunité. Et c'est pour ça que je vais vous présenter ici quelques stratégies que nous avons mis en place durant le confinement avec mon collègue sourd et moi-même. Je présenterai donc 2 éléments dans un premier temps, les formations que nous avons suivies, que j'ai suivies, et les concours qui ont permis de m'en sortir et de proposer une nouvelle forme de visibilité. J'y reviendrai. Niveau des formations en ligne, je présenterai donc 3 éléments, donc les types de formations qu'on a pu suivre, les plateformes, évidemment, je vais en citer quelques-unes, et la méthode et quelques conseils pour les tout jeunes entrepreneurs, évidemment. Ce que je vais dire, c'est certainement de la redite pour les confirmer, mais pour les jeunes qui souhaitent se lancer en une période comme maintenant, ça peut être des clés de réflexion. Évidemment, au niveau des plateformes que j'ai pu utiliser, je considère que LinkedIn a été un outil assez impressionnant, étant donné qu'elle met en relation dans sa plateforme d'enseignement des professionnels avec des apprenants, des gens qui viennent volontairement se former sur des approches bien spécifiques. Ce sont des approches très ciblées et dans une logique entrepreneuriale. Évidemment, il faut savoir gérer son temps et savoir se limiter à des conversations avec des professionnels du milieu, mais l'avantage aussi est de pouvoir avoir des certificats d'apprentissage, d'accomplissement, qui, au-delà d'un simple bout de papier, sont assez bien reconnus si elles sont faites correctement et complètement. Les autres plateformes que j'ai pu suivre, ce sont les conférences que j'ai pu suivre avec le projet, le suivi du concours de la meilleure idée. Donc, je remercie en tout cas les différents entrepreneurs qui ont pu nous former sur l'évolution et le suivi de l'idéation, de la création d'un projet. Et donc, c'est pour ça que, au-delà du fait d'être mis en relation avec des structures locales, c'est-à-dire suisse romande, mais aussi de pouvoir communiquer avec de jeunes entrepreneurs qui sont autour de nous, les formats sont assez adaptés pour de jeunes entrepreneurs, et ça, c'est évidemment ce que je conseille à tous ceux qui ont fait leur pitch ici ou tous ceux qui veulent aller plus loin dans cette démarche-là. Donc là-dessus, évidemment, je remercie Mathias et tous ceux qui ont pu accompagner cette logique. Dernier élément, évidemment, les plateformes universitaires que j'ai pu exploiter, donc que ce soit les midis, les midis de l'info ou les formations CUSO. Les formations sont proposées par des professionnels, mais aussi des spécialistes enseignants. On propose évidemment que les conférences soient adaptées à l'enseignement, soient adaptées pour les étudiants, et donc ça donne une vision plus directe. On n'essaye pas de prendre de la distance, contrairement à LinkedIn. Là, on essaye d'être beaucoup plus en relation. Pour ça, les cours sont beaucoup plus réduits. Les formations sont interactives, et l'avantage, c'est aussi la mise en pratique et la réalisation de certains exercices qu'on peut retrouver dans d'autres formations. Mais je trouve que les plateformes universitaires sont très adaptées à ce niveau-là, et je les conseille pour toute la logique. Niveau des formations que j'ai pu suivre, les types de formations, j'en ai repéré
3, 4 différentes. D'un point de vue de gestion d'équipe, évidemment, il y a l'avantage d'avoir suivi, je vais énumérer quelques formations en elles-mêmes, mais après, c'est à chacun de faire sa sélection. De mon point de vue, je considérais que la gestion d'équipe à distance était un élément très important. Évidemment, les formations que j'ai suivies sur LinkedIn, entre autres, n'ont pas eu la logique de s'intégrer dans une notion de distance dans un contexte de confinement. Évidemment, c'était à moi d'interpréter ça et comme tout entrepreneur, de l'intégrer à mes attentes, à ma structure, à mes recherches. Les fondamentaux de la gestion de projet étaient aussi proposés dans les formations LinkedIn. Et ça, c'est vrai que ce sont des éléments qui sont importants. Je me suis limité à la communication et au budget. Et même si on pouvait ressentir certaines redites, on pouvait retrouver un certain intérêt dans ces présentations-là, car la gestion de projet est au cœur de l'entrepreneuriat. Si on ne sait pas gérer son projet, on ne peut pas forcément avancer de manière aussi claire et évidente qu'on le voudrait. Il faut savoir structurer tout cela. D'où le fait qu'on peut s'intéresser à d'autres aspects. Un autre type de formation que j'ai suivi, ce sont toutes celles qui sont liées à l'analyse des besoins et effectivement, dans le cadre du confinement, des nouveaux besoins. Et donc, les formations design expérimentaux ont été parmi des éléments qui ont développé aussi ma réflexion sur les besoins de mon public. Mon public s'élargissant au public sourd, mais aussi à toutes les personnes qui ne sont pas sensibilisées à la thématique. Donc, il faut savoir raconter, il faut savoir recueillir les données, il faut avoir des réflexes de création, il faut s'intéresser à la vente et il faut aussi, bien sûr, cibler son public. Donc, en analysant les besoins, on peut intégrer tous ces éléments-là. Et ça, l'avantage a été de pouvoir aussi voir ça de manière très générale, puis de le cibler vers une approche très liée à ma thématique. Évidemment, la vente des produits peut faire peur et c'est le genre d'élément que Unitech nous a permis de surmonter, car on pouvait en discuter. La recherche de son public, c'est aussi une thématique qui peut être nébuleuse à première vue. On croit savoir qui est son public, on n'est pas forcément certain de savoir se positionner sur un marché, même si on croit savoir qui est son public, alors qu'un public n'est pas forcément un client. Je reviens là-dessus. Et ce sont des éléments qui ont permis donc d'avancer dans mon apprentissage. Et dernier élément que j'ai pu faire d'un point de vue des formations, et donc parmi les stratégies que j'ai pu mettre en marche formative, c'est l'apprentissage de nouveaux outils, des outils qui à première vue semblent logiques, Excel, Google Sheet, Pencil, Storyboard ou Inkscape, Trello, Publisher, InDesign, certaines suites qui sont très connues, mais après il faut savoir les appliquer dans son domaine. Pour gérer un produit, ce que je conseille pour la période de formation que vous utilisez pour votre période, pour votre travail, c'est évidemment de multiplier ces outils. Essayez d'en maîtriser plusieurs. Pourquoi ? Pas pour vous, pour votre client, pour les gens avec qui vous allez travailler. Parce que certains vont peut-être pas adhérer à certains outils. Personnellement, je raconterai mon histoire autour d'un projet très concret. Certains considéraient que les outils comme Google Calendar étaient très utiles, d'autres étaient tout à fait opposés, préféraient travailler avec Trello. Inversement, certains préféraient utiliser des Google Sheets pour gérer le projet, d'autres ne l'appréciaient pas du tout. Évidemment, ce n'est pas à vous d'imposer votre vision. Vous devez savoir, quand vous gérez un projet, étendre les outils et faire les meilleures propositions. On ne doit jamais s'imposer. Et c'est pour ça que maîtriser des outils est évidemment essentiel dans le démarchage et la création de nouveaux projets en période de confinement. En résumé, effectivement, ce que je dirais sur cette période de formation, c'est que la gestion du temps a été quelque chose d'essentiel. J'ai dû apprendre à utiliser ces formations de manière pratique. La théorie était bien sûr une première étape, mais j'ai dû les concrétiser très rapidement. Apprendre à structurer son environnement, qu'il soit numérique mais aussi physique, est quelque chose qui, en période de confinement, est très contraignant. Et en se structurant, en apprenant à se donner des horaires, des espaces où on peut travailler, des espaces où on ne peut pas travailler, ça permet aussi d'avancer, de se structurer.
La communication digitale avec ses clients, ses partenaires font partie aussi de ces éléments qui ont été abordés dans cette formation que j'ai pu parler précédemment. Et évidemment, si on ne donne pas de nouvelles, on ne prend pas de vos nouvelles. On a beaucoup de choses à gérer. Donc il faut montrer, il faut être présent sur la toile, comme on pourrait dire. Dernier élément, effectivement, je dirais que tout ce qui est tâches administratives, les travaux à distance, le travail à distance, ça va de soi, et la visibilité aussi. Mais après, l'adaptation aux outils, pour moi, était quelque chose d'assez important. Et quand je l'ai compris, ça m'a permis de survoler un grand nombre d'outils que j'ai pu intégrer dans mon travail et mes projets. Pour ce qui est de la méthode, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est peut-être quelque chose que les étudiants connaissent, mais peut-être moins les entrepreneurs, c'est pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut attendre d'une formation. Quand on suit un cours, on essaye toujours de se gérer, de savoir combien de temps ça va nous prendre de préparer ce cours, de déterminer les objectifs d'un cours, ou encore de savoir gérer le nombre de cours qu'on va suivre. On ne va pas suivre 4 cours en même temps. Et effectivement, quand on est en période de confinement, on a peut-être une notion de boulimie formative où on a peut-être envie d'apprendre beaucoup trop. Parce qu'on ne sait peut-être pas comment gérer ce temps, et c'est peut-être les éléments qui sont importants. D'où la méthode aussi de pouvoir, durant les formations, savoir avoir structuré avant ce qu'il fallait faire. Par la prise de notes aussi, par la proactivité, savoir interagir avec son interlocuteur formateur. Donc ça fait aussi partie des éléments qui prouvent que vous allez intérioriser les formations et pouvoir vous développer. Évidemment, ce sont des éléments très globaux que je dis, qui permettent donc d'avoir une méthode très claire après et pendant chaque formation. Se préparer à la formation, classer les différentes informations que l'on a recueillies, les intégrer dans sa structure. Parce que c'est à ce moment-là que tout le travail se fait. Quand on les intègre dans sa structure, il faut savoir si on peut le tester, si on peut les adapter. Si on peut les adapter, on peut vivre avec cette nouvelle logique de travail. Si on ne le fait pas, la formation n'a servi à rien. Il faut savoir le mettre en pratique. Et pour tout jeune entrepreneur, c'est quelque chose qui est important de savoir. La mise en pratique vaut la peine. Et il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours des essais. Ça me permet d'arriver à mon deuxième élément, ma deuxième stratégie primordiale après les formations. Ce sont les concours et le networking. J'intègre les deux à travers 3 exemples que j'ai pu concrétiser. Le concours, l'espace de coworking voisin et la communication qui en a suivi. La plateforme Goodwall et la collaboration avec la start-up YouKnow. Je montre une petite vidéo sur laquelle j'ai présenté Voisin. Voisin est donc un espace de coworking où on peut donc travailler et avoir des espaces de détente. Là, ici, c'est l'espace qui se trouve à Plein Palais. On a des espaces de formation individuels, mais aussi collectifs. On peut suivre des formations avec certains coworkers. On voit les évolutions, il y a beaucoup d'interactions et ça fait partie des éléments positifs que l'on peut voir chez Voisin et que moi, qui m'ont permis donc d'évoluer dans mon travail. Pourquoi je parle de Voisin? Effectivement, ça semblerait anodin de dire voilà, je fais de la publicité pour faire de la publicité. Ben non, Voisin, c'est le choix que j'ai pris l'année dernière. C'était le fait d'avoir été lauréat au prix du concours de la meilleure idée. J'ai choisi de recevoir ce prix d'un abonnement de 3 mois illimité chez Voisin pour pouvoir être en contact avec d'autres entrepreneurs, avec effectivement un espace où le travail pouvait être très sérieux et en même temps ludique sur certaines approches, où les entrepreneurs avaient une éthique qui était similaire à la mienne et où je pouvais donc avoir accès à des locaux jour et nuit pendant une certaine période, ce qui n'était pas forcément l'essentiel. D'où l'intérêt, donc, durant le confinement, de pouvoir s'organiser, que ce soit au niveau du temps, au niveau de l'espace. Évidemment, on ne pouvait pas aller à tout moment dans l'espace voisin. Heureusement, ils avaient organisé des plans, des tranches horaires où on pouvait travailler seul, en sécurité. Et l'avantage aussi était, quand le confinement a dû commencer, même s'il n'y avait plus d'accès à l'espace de coworking, on pouvait toujours avoir une dynamique avec des événements confinés, une rencontre, et pouvoir discuter de comment avancer sur ces projets en tant que confiné avec d'autres entrepreneurs dans le même genre de situation. Ce qui me permet donc d'arriver sur 2 éléments très simples. Donc le fait de pouvoir avoir fait des petits déjeuners entrepreneurs, c'était des petits déjeuners qui ont eu l'occasion de cette logique-là de pouvoir communiquer avec les autres entrepreneurs. Et cette promotion que je montre ici, je remonte la même vidéo qu'il y a quelques instants, sauf que là, je vais vous attirer le détail sur la dernière image que je vais montrer. Si vous regardez l'écran d'ordinateur en bas à droite, donc, qui est sur ce banner fait par un des entrepreneurs et partenaires de l'espace de coworking, vous pouvez voir sur l'écran d'ordinateur
le logo du guide du signaire. Donc, ils m'ont autorisé à faire un petit clin d'œil à ma startup. Donc, c'est un petit clin d'œil qui m'a permis de m'engager auprès d'eux. Donc, j'ai été juste acteur dans le cadre d'un de leurs événements. Mais ça m'a permis de voir que l'espace en lui-même, voisin, était ouvert à des propositions. J'ai pu voir des entrepreneurs proposer durant les petits déjeuners de tester certains produits, d'essayer certains jeux éducatifs ou liés à leur structure. Et donc, ça m'a donné l'ambition de tester quelque chose, de leur proposer quelque chose. Et ce quelque chose, vous l'avez peut-être entendu parler, nous avons, grâce, non pas à moi, mais à des collègues et à certaines unités avec d'autres personnes, mis en relation l'espace de coworking voisin avec le restaurant géré par des personnes sourdes, Vroom. Donc, je n'ai absolument rien fait directement dans cette collaboration, mais je les ai au moins mis en contact, ce qui leur a permis donc d'interagir entre eux, d'utiliser l'espace de coworking différemment et donc de proposer de nouvelles choses, d'avoir une nouvelle logique qui s'est donc développée durant le mois de septembre-octobre. Puis bien sûr maintenant, avec la situation, cela va peut-être reprendre après la situation actuelle. Mais donc l'intérêt était de pouvoir mettre en relation deux structures et de pouvoir communiquer et de pouvoir résoudre les problèmes du confinement ensemble, problèmes de communication ensemble. Et donc pour moi, ça a été aussi une possibilité de rencontrer des personnes, d'expliquer que je travaillais, que j'étais acteur chez Voisin et que la langue des signes était donc mathématique. Autre élément de communication, c'était la plateforme Goodwall. Donc Goodwall, c'est aussi un élément, c'est aussi une structure que j'ai rencontrée l'année dernière durant le concours de la meilleure idée. Goodwall avait intégré dans sa philosophie une sorte de LinkedIn, mais pour les étudiants entrepreneurs. Donc effectivement, c'était très intéressant de pouvoir proposer de mettre le guide du signaire sur cette plateforme et donc de personnaliser mon profil pour un public jeunes, étudiants, entendants à première vue, et donc de pouvoir diffuser des vidéos courtes ou de participer à certains challenges. Ce qui pour moi était très intéressant, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers quelques essais qui ont été concluants. Donc je vais montrer juste un exemple. J'ai créé une mini-chaîne qui intégrait la notion de culture suisse et de langue des signes. Très clairement, c'était des vidéos où je parlais... Voilà, c'est un exemple que vous situez, c'est pour les jeunes voix, nous sommes à plein palais, et je prends un exemple au hasard, là j'ai pris l'exemple du cirque. Je présentais donc à la fois un élément culturel de la vie genevoise avec un élément signé qui était donc relayé sur les plateformes. J'ai utilisé la langue des signes de Suisse romande, donc je n'ai pris aucune liberté pour signer de longues phrases, ce n'était pas mon travail. Là, le public visé n'était pas les personnes sourdes, mais les personnes entendantes qui s'intéressaient à la thématique de la surdité, ce qui m'a donc permis d'avoir plusieurs personnes qui m'ont répondu, qui étaient intéressées de développer ce même genre de projet chez eux, et donc nous avons été en relation pendant un certain temps, et nous le sommes toujours, ce qui est toujours intéressant, et c'est l'intérêt aussi de Goodwall à mes yeux. Dernier élément que j'ai pu aussi intégrer, c'est la plateforme Youno, plutôt la société Youno, qui était un autre concours que j'ai suivi en parallèle du concours de la meilleure idée ici à Genève. C'est un concours qui était organisé par Youno ex Bean, qui est donc une structure française qui propose de créer des applications pour les musées, pour la culture. Bien sûr, c'est un sens principalement ludique et interactif pour que tout public puisse s'intéresser différemment au musée. J'ai trouvé ça très intéressant et à la même époque, à ce moment-là, j'ai vu qu'ils proposaient un concours. Ce concours, je l'ai remporté. Et ce concours portait sur le développement d'un nouveau projet au sein de Youno. Et c'est ce que j'ai fait. J'aurais fait un dossier présentant le guide du signaire comme une structure qui voulait rendre la culture accessible aux personnes sourdes. Eux le faisaient dans une logique numérique. Et donc, mon projet était, comme je le dis dans l'article, de pouvoir proposer que cette plateforme soit accessible aux personnes sourdes qui auraient envie de réaliser eux-mêmes des applications culturelles dans leur région. Ils ont apprécié l'idée et depuis, nous sommes en collaboration sur un certain temps. Qu'est-ce que cela m'a permis d'avoir en contrepartie de remporter ce concours et d'avoir une visibilité dans les différents musées partenaires de Youno? C'est évidemment d'avoir une période d'essai où je pouvais créer moi-même de nouvelles applications numériques. C'était évidemment pas ma thématique et le confinement était pour moi une solution. Je trouvais que la synergie était idéale, utiliser le numérique
dans une période où le confinement empêchait tout accès au musée. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Je présenterai donc les projets numériques et en communication que j'ai pu mettre en place. Le premier type de projet était donc lié à la communication, suivi de ceux aux outils numériques. Commençons donc par 3 outils que j'ai pu mettre en place durant le confinement. Très rapidement, et de nouveau pour tout jeune entrepreneur, c'est essentiel, c'est de pouvoir avoir sa visibilité propre. La visibilité étant d'avoir une chaîne vidéo. Choisissez la plateforme que vous voulez, que ce soit Vimeo, YouTube ou autre. Et grâce au fait de pouvoir créer un template, on obtient une nouvelle forme de visuel. Nous avions une série de vidéos qu'on n'avait jamais eu l'occasion de centraliser autour d'une même plateforme. Le confinement m'a permis donc de réaliser ce genre de produit qui donc donne un aspect déjà un peu plus, si pas professionnel, en tout cas plus lié à notre thématique et en tout cas toujours accessible. Et ça, c'était l'un des gros intérêts de la création d'une chaîne vidéo. L'autre élément était de pouvoir créer un dossier de presse numérique, en tout cas accessible, c'est-à-dire qu'un dossier de presse habituellement est un dossier qui peut être papier ou numérique, mais rarement intégrant l'accessibilité dans son produit. Donc c'est ce qu'on a essayé de viser en créant ce dossier de presse qui a eu un certain succès, vu qu'après l'avoir réalisé, nous l'avons diffusé à tous nos partenaires anciens et futurs et nouveaux. Et donc, chacune des vidéos, des textes que nous proposions était toujours accompagnée d'une vidéo en langue des signes, une vidéo que nous avions montée pour que le texte soit toujours accessible pour des structures entendantes comme pour des structures sourdes. Dernier élément était effectivement la mise en relation avec un micro-musée, un micro-site web qu'on a créé rapidement. On voulait avoir quelque chose de concret, de rapide. Effectivement, il y a plein de possibilités, que ce soit des blogs, des WordPress, mais notre contrainte était évidemment de faire, de faire un blog accessible, toujours dans cette logique où plusieurs médias, plusieurs langues, donc le français, l'anglais, la langue des signes se mélangeaient, et c'était parfois pas évident. Donc on s'est centré sur quelque chose de très simple, très efficace, avec toujours des vidéos qui relaient vers l'information écrite. C'était pour nous essentiel de le faire et de concrétiser et d'être respectueux de notre propre éthique qu'on voulait s'imposer. Je voudrais parler des outils numériques, mais au lieu d'en parler, je vais vous laisser plutôt regarder une petite vidéo que nous avons faite il y a 2-3 jours, qui résume un petit peu de quoi il s'agit. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais parler. Et personne ne parlera d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais pouvoir dire, c'est que mon collègue Sébastien est en train, et avec moi, nous allons envisager réaliser toute une série de vidéos pour réaliser cette même présentation en langue des signes complètement. Donc, il nous aborde ici la thématique de l'accessibilité et de l'aménagement, qui était au cœur d'un appel à projet en Wallonie-Picarde. Et évidemment, l'un des aspects était de rendre les musées accessibles ou les hôtels aux personnes sourdes. Malheureusement, et c'est une réalité qui peut se voir un peu partout dans le monde, c'est que quand des familles sourdes ou des gens sourds se déplacent dans des musées, on manque d'informations, manque d'accessibilité. On croit savoir et donc on s'est lancé dans une idée, on a cru savoir en tout cas, et l'idée en question était de proposer un projet où les capsules vidéo étaient faites en langue des signes par des personnes sourdes et qui étaient accessibles directement dans les musées. Petit à petit, nous avons donc créé une synergie. Mon collègue explique cette période du confinement, comment nous l'avons ressenti. Finalement, il pouvait y avoir durant le confinement même, des relations qui pouvaient se faire, mais évidemment nous sommes face à une nouvelle thématique, un nouveau problème, c'est la communication multilingue. Évidemment, on ne peut pas appeler quelqu'un par téléphone ou par visioconférence si on ne le fait qu'en français, ou qu'en anglais, ou qu'en langue des signes. On doit multiplier les canaux, et c'est ce qu'on a fait. On a dû utiliser plusieurs outils ou réaliser des comptes rendus assez régulièrement pour que chacun puisse avoir accès à la même information et qu'on puisse avancer ensemble. Les outils qu'on a utilisés devaient aussi être accessibles. Et c'est comme ça que finalement, même mon collègue qui a dû se rendre dans les musées a dû porter des visières
et avec sa visière pouvait donc lire enfin sur les lèvres de son interlocuteur, donc ici un conservateur. Évidemment, la visière est une solution partielle, mais on attend l'arrivée des masques transparents complets. Et dernière étape, durant le déconfinement de juillet, donc on a pu parler donc, du fait que je suis revenu en Belgique quelques semaines, quelques jours même, et qu'en très peu de temps, nous avons dû monter et réaliser les vidéos pour pouvoir donc arriver à un produit fini. Actuellement, ce qui se passe, c'est que l'application est quasiment finie. Il ne manque plus qu'un aspect. Évidemment, comme je vous le disais, avant de revenir sur l'application elle-même, c'est un petit peu ce que je garde pour la fin, c'est que nous avons mis en place la communication adaptée. Nous avons essayé de communiquer entre différentes équipes. Évidemment, il y a la notion d'équipe spécialisée. Évidemment, un technicien ne va pas parler de la même manière avec un conservateur de musée qu'il parlera avec un autre technicien. Donc c'était pour nous un challenge de pouvoir vulgariser l'information de chacun pour qu'elle soit accessible à tous. Et donc les différents partenaires qui ont pu jouer dans ce jeu ont pu donc apporter chacun leur pierre à l'édifice. Donc que ce soit l'équipe projet, donc du musée, des offices du tourisme ou les équipes techniques, les lieux d'enregistrement qui nous ont permis donc d'avoir accès à du matériel professionnel pour enregistrer nos présentations. On a dû utiliser les outils que j'ai pu présenter auparavant, comme Trello, comme WhatsApp ou comme Google Drive. Pourquoi cela en particulier ? Ça a été un choix laborieux, car ils n'étaient pas forcément évidents dans un premier temps. On n'avait pas forcément choisi cela, mais c'est en discutant avec les différents représentants. Certains appréciaient certains outils, d'autres les reniaient. Et donc, ce qu'on a fait, c'était évidemment par une sélection, par une adéquation pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce projet à distance, qui était nouveau pour tout le monde, de pouvoir donc proposer des outils et petit à petit avancer ensemble. WhatsApp était évident pour la communication instantanée, mais Messenger était pour certains plus apprécié. Donc on a dû interagir on a dû choisir entre les deux, quitte à mélanger certaines conversations. Pour ce qui est du Drive, évidemment, quand on fait un projet, et je crois que n'importe quel étudiant peut le confirmer, et n'importe quel entrepreneur peut le confirmer aussi, si on travaille ce qu'on peut appeler en sous-marin, sans donner de nouvelles régulièrement, le projet tombe à l'eau tout de suite. Et en tombant à l'eau, rien ne se fait. Et c'est comme si tout ce temps, tout ce travail, toute cette présentation que je viens de faire n'avait servi à rien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en mettant en place un simple drive, celui-ci était tout indiqué par rapport aux disponibilités, à l'aisance de chacun. Ce drive a permis de mettre en place toutes les vidéos, toutes les images, tous les droits aux images, tous les droits d'auteur sur un même et seul fichier accessible à tous, ce qui nous a permis de nous sentir plus à l'aise dans ce travail final et de pouvoir aboutir à des textes, à des vidéos. Et donc, c'est ce qui nous a permis donc de concrétiser le projet. Et enfin, donc c'est ce que je dirais, c'est que la contrainte sanitaire était quelque chose de surmontable, car évidemment, pour tout le monde, elle est compliquée, mais on peut toujours trouver des astuces. Nous, avec le guide du signaire, on a dû préparer en plusieurs mois une séance d'enregistrement de 2 jours. On a filmé pendant quasiment 2 jours les différentes vidéos, mais tout était préparé avant. Les textes, les lieux, tout était ouvert aux bonnes heures, et donc tout ça, ça demande de la préparation. Évidemment, le ralentissement des activités de nos partenaires a fait qu'on a dû s'adapter, mais finalement, on a pu y arriver et arriver à mettre en place nos sessions d'enregistrement et de tester évidemment plusieurs masques. Comme vous pouvez le voir, on a essayé des masques transparents, des masques avec tissu, des masques sans tissu. La conversation, la communication labiale étant essentielle pour les personnes sourdes, il était pour nous évident d'intégrer différents types de masques, comme la visière, mais selon certains endroits, la visière n'est pas recommandée, donc on avait des masques transparents. Pour finir, même si les musées étaient fermés, même si on avait difficile à avoir accès, on a eu certaines dérogations communales, des dérogations d'espace officiels pour pouvoir faire notre projet concrètement. Ce qui nous arrive donc était donc inévitable, présenter en quelques mots la future application qui sera sur tablette et accessible dans les musées
quand ils réouvriront pour les personnes sourdes qui veulent visiter d'eux-mêmes un musée. Je montre un exemple très concret. Donc après avoir réalisé le design, je coupe le son. Après avoir réalisé un design, on dispose de tutoriels qui expliquent qu'il s'agit d'une application, on explique tout concrètement en langue des signes. Ces applications qu'on mettra à disposition donc, expliquent les thématiques qui sont au sein de l'application et qui permettent de distinguer les différentes approches que nous allons voir dans le musée. Donc là, j'ai donné un exemple avec une vidéo. Après, quand on rentre sur les différents onglets, on peut voir des outils comme aux origines du ruban, le musée de la rubannerie étant donc notre partenaire. Et donc, on peut voir différentes vidéos qui donnent une histoire, un historique. Évidemment, ce que je suis en train de faire, c'est quasiment la même chose qu'une visite guidée, mais sans guide. Évidemment, le fait de faire appel à un guide est parfois très onéreux et rebute certains musées. Et en évitant cela, on n'intègre pas certaines communautés. Grâce à ce genre d'outils, nous ne remplaçons pas les guides, mais nous permettons d'avoir une alternative au cas où il n'y en a pas. Et c'est ce qu'a fait Sébastien en créant des nouveaux mots. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de problème pour le mot préhistoire, mais on avait des mots comme... écoutez, je crois que je peux l'avoir ici un peu plus loin. On avait Nefertiti, par exemple. Je me suis trompé. On avait des mots comme ruban, qui n'avaient aucune visibilité, aucun sens, qui n'avaient aucune précision en langue des signes. Et donc, nous avons décidé de créer ces signes-là. Et donc, ça rentrait tout à fait dans notre logique du guide de signaire. L'autre aspect était évidemment aussi de pouvoir réaliser un jeu au sein du musée où les gens pouvaient trouver des objets et avec des QR codes, ce qui va se faire prochainement, voire avoir accès à des vidéos qui, à leur tour, expliquaient des objets insolites au sein du musée. Donc là, évidemment, je vous donne un exemple concret que nous avons utilisé avec la plateforme YouKnow. De nouveau, je remets en lien mes différents partenaires. Et grâce à YouKnow, nous avons pu utiliser ça. Grâce à Inkscape, les outils de formation, les outils qu'on a manipulés, on a pu réaliser le design. Et avec les outils comme les drives, nous avons pu réaliser tous les textes, les vidéos et finalement atteindre notre objectif qui était donc de créer une application pendant le confinement, donc réaliser un projet. Ça me permet donc d'arriver à la fin de ma présentation. Et pour répondre à la question, est-ce que l'entrepreneuriat social et culturel en période de confinement est-il un gouffre ou une opportunité? Je dirais que c'est à la volonté de chacun. Personnellement, j'ai considéré que ça a été une belle aventure et qu'elle est loin d'être finie et qu'on est très heureux de pouvoir, Sébastien et moi, proposer ce genre d'outils et d'avoir la chance d'avoir eu plusieurs autres propositions entre-temps pour faire ce même genre d'application accessible en langue des signes, accessible à d'autres publics aussi et surtout qui peuvent être intégrées dans une logique de confinement si on l'entend, si elle compte durer un certain temps. Je vous remercie pour votre suivi. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, c'est bon. Pas de question particulière. Il y avait une question sur des exemples concrets de mandat client où tu as été payé, mais en fait, tu en as donné plusieurs, je l'ai usé, etc. Donc, c'est bon. Oui, tout à fait. Oui, je le dis au micro, en fait. Oui, effectivement, il y avait une question qui était de savoir ce que tu as rémunéré pour tes travaux. Regardez si le micro est en route. Non. Ça marche, d'accord. Pour ce qui est de la rémunération, évidemment, c'est toujours une jeune entreprise, mais on avait, comme je le disais avant de faire au début de pitch, j'ai commencé par être en couveuse en Belgique. Donc pour tout ce qui est de mes contrats en Belgique, je suis sur ce qu'on appelle Smart, qui est donc un organisme qui gère mes contrats.
Et je peux donc faire tous les contrats en activité, qui consiste à pouvoir, dans l'activité, intégrer différentes personnes. Et donc, effectivement, comme l'appel à projet a été répondu et que nous avons été sélectionnés pour réaliser nos applications, nous avons été rémunérés pour ce projet, en sachant évidemment que l'application du musée de la rubannerie n'est pas la seule. J'ai pris un exemple concret, mais il y a facilement 2 autres projets d'application similaires dans la même commune. Donc je tiens toujours à remercier Comines-Warneton pour ce soutien à ce niveau-là. Et d'autres villes ont déjà montré leur intérêt pour ce genre de projet. Est-ce que tu pourrais faire une conclusion en langue des signes ? Je viens juste de dire merci et si c'est possible, on se revoit l'année prochaine. Voilà. C'était en langue des signes de Belgique francophone, je le précise. Pour ceux que ça intéresse. Un mot important, c'est savoir se donner son nom à sa structure. C'est bon ?